Très heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de Chirfla Télévision, pour un nouveau tour de l'actualité en ce mercredi 26 novembre. Bienvenue. La finale de la deuxième édition du Mali Boat Challenge s'est tenue le samedi 22 novembre dans la salle polyvalente de basketball du stade du 26 mars à Yirimadio. C'était en présence du représentant de l'ambassade des États-Unis au Mali et universités et partenaires. On fait le point dans ces commentaires signés par Khadija Traoré. Cette deuxième édition compétition de drones et de robotique qui a pour objectif d'encourager la créativité et l'innovation des enfants maliens a mis au prix plusieurs talents d'écoles fondamentales et universités publiques et privées de Bamako. Oui, je suis très contente, c'était très excitant et c'était une grande fierté de voir les enfants de Mali faire les choses fantastiques. Les enfants extrêmement doués et très passionnés. L'impression, c'est que malgré toutes les difficultés, le Mali avance. Les enfants, les Maliens sont capables de tous. L'une des plus belles innovations technologiques de cette compétition a été celle de l'équipe qui a créé l'application mobile Suguba, en remportant le premier prix de la catégorie. Aujourd'hui, j'ai participé à la catégorie développement mobile de Mali Boat Challenge. Après avoir reçu ce trophée, nous sommes très fiers de tout ce qu'on a fait depuis ces 3 mois. On peut dire que l'effort a vraiment payé et nous sommes très contents de ça. Nous avons fait la compétition dans la catégorie développement mobile, où on devait mettre en place une application mobile pour mettre en valeur la culture du Mali. Et l'application, on a décidé de la nommer Suguba. Ça fait référence au grand marché Suguba du Mali. C'est une application qui met en avant la culture du Mali tout en favorisant la consommation du contenu local. Donc c'est une application qui permet aux visiteurs, aux utilisateurs d'explorer le patrimoine culturel du Mali. Et également, s'ils veulent, ils peuvent se reconvertir en vendeurs pour vendre leurs produits également et faire profit. Selon les initiateurs de cette compétition, l'objectif est de valoriser les initiatives innovantes à travers le génie créateur des jeunes du Mali, en vue de les inciter dans le domaine de la technologie et de la science. L'objectif de cette compétition, c'est très simple, c'est vulgariser les nouvelles technologies auprès de la jeunesse malienne, les inculquer les valeurs scientifiques dès le bas âge, avec l'objectif plus tard qu'ils embrassent les filières technologiques pour devenir des ingénieurs qui seront capables de construire des outils qui vont soutenir le développement de nos pays. Les défis de la robotique en particulier ou de la science en général au Mali, c'est l'intérêt que les gens portent à ces filières-là. Mais heureusement, depuis quelques années, de plus en plus de Maliens sont en train de prendre conscience de l'importance de la robotique, mais de façon générale des sciences et des nouvelles technologies dans le développement de nos pays. Ils envoient leurs enfants étudier la robotique dès le bas âge. Ça, c'est quelque chose qui nous rassure et nous réconforte dans notre combat. Le message, c'est un message de remerciement à l'endroit de tout le monde, de toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cet événement. A signalé que cette deuxième édition de Mali Boat Challenge a tenu toutes ses promesses. Durant 3 mois, les enfants du Mali ont pris en exergue leur savoir-faire, mettant en évidence leur génie créateur. Dans le domaine de robotique et des drones, remise des médailles et de trophées ont sanctionné cette grande finale de Mali Boat Challenge édition 2025 avec une note d'espoir pour un Mali technologique et scientifique. Tout à fait, un Mali technologique et scientifique, c'est possible. Les membres du Kalamblo Djanatolo Firdaus de Koulibaly Barké Kane ont célébré la 7e édition de la naissance du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui, le samedi 22 novembre. C'était au terrain de foot de Daouda Bougou en commune 5 du district de Bamako. Voyons ces commentaires signés par Fatmata Kane. Ils sont venus d'un peu partout pour être témoins de la commémoration de la naissance du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui, autour de la famille Koulibaly, organisée par le Kalamblo Djanatol Firdaus de Madame Koulibaly Barké Kane. Le but crucial de notre regroupement de ce soir n'est rien d'autre que la célébration de la naissance de notre saint prophète, l'homme valeureux de tous les temps. Il s'agit bien évidemment du plus grand miracle de ce monde ici-bas et de l'au-delà. Zamzamiyu, Madaniyu, Makiyu, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La commémoration de la naissance du prophète Mahomet est une nécessité vitale pour non seulement tous les musulmans, mais aussi pour tout le monde entier. Sans quoi, on ne serait ingrat à l'égard du Tout-Puissant qui a envoyé ces grands messieurs
pour que tout le monde puisse vivre dans la paix et la quiétude totale. Et ce fut réellement le cas. Sa venue a été un bonheur immense pour tout le monde entier. J'adresse mes chaleureux remerciements et mes profondes gratitudes à la mère de tous les enfants, au fervent défenseur de l'islam authentique, son Excellence Seyda Malmatou Barkekan Lagare. Pour clore mes propos, je lance un vibrant appel à toutes les jeunes filles afin de suivre à la lettre les conseils et orientations données par cette femme exceptionnelle qui n'a rien d'autre comme objectif que de nettoyer cette terre. Et cela n'est en aucun cas possible sans l'implication de nous les femmes et les filles du Kalambo Janatul Firdaus. Un moment opportun pour les fidèles d'implorer le Tout-Puissant Allah pour l'ensemble de la communauté musulmane et une reconnaissance pour le sauveur de l'humanité, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Vraiment, grâce à lui, l'humanité a eu le jour et l'humanité a eu la paix. Et c'est grâce à ce grand homme que nous, aujourd'hui, on peut respirer et inspirer. Et nous sommes fiers d'être là aujourd'hui, humbles, et pour vraiment célébrer ce grand jour. Et ce jour que nous avons ménagé aucun effort pour la réussite. Et plus précisément, la fête ou la commémoration qui a été organisée par Seyda Malmatou Barkekan, vraiment l'une des femmes, une femme battante, qui a tout ménagé pour qu'il puisse quand même passer le message. Quel message? Le message divin. À travers qui? À travers le Coran. Et le Coran qui a été légué par le saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est grâce à lui que nous sommes là vraiment à véhiculer ces messages. Parce que le Coran, qu'on le dit, c'est à travers sa bouche que le Coran a été inscrit par ses adeptes. Et nous sommes fiers aujourd'hui. Quand tu vas voir tout ce bon monde, vraiment, je manque vraiment de mots. L'émotion vraiment me dépasse. Vraiment la soirée. Et là, je remercie plus particulièrement la famille Chérifoula à travers leurs symboles, à travers leurs emblèmes, à travers la vitrine de l'humanité qui est Chérif Ousmane Madani Aïdara. C'est grâce à lui que nous avons reçu un de ses enfants dignes qui a honoré vraiment la présence de cette cérémonie, à la personne de Keshke. La famille Koulibaly a tenu à remercier l'initiatrice de l'événement tout en faisant part de sa reconnaissance au guide spirituel des Ansar. Des prières et bénédictions ont été formulées pour la paix et la stabilité du Mali. Vivement la prochaine édition. Direction la France où s'est tenue une cérémonie d'hommage à fait Cheikh Abdul Jalil Mansour Haïdara. La famille de Cheikh Abdul Jalil Mansour Haïdara en France, en collaboration avec la coordination des associations pour le développement de la région de Ségou en France, a organisé une cérémonie de lecture coranique le samedi 22 novembre dernier à l'occasion du 40e jour du décès de Cheikh Abdul Jalil Mansour Haïdara dans la salle municipale Agnès Verda à l'île Saint-Denis, c'est en France. Et Khadija Traoré pour les commentaires. Cette cérémonie qui a permis de rendre hommage à l'ancien député et guide religieux victime d'une attaque armée le 2 octobre 2025, la lecture coranique initiée par la famille de feu Cheikh Abdul Jalil Mansour Haïdara de France en collaboration avec la coordination des associations pour le développement de la région de Ségou en France, l'association pour le développement de l'interculturalité et l'épanouissement socio-économique et le groupement bienveillance des amis de feu Cheikh Abdul Jalil Mansour Haïdara pour la lecture du Coran et l'entrée en France vise à accompagner l'âme du défunt vers l'au-delà. La cérémonie a rassemblé des proches et des amis de la famille Haïdara qui ont partagé des moments de recueillement et de prière en mémoire du défunt. Tout le monde est au courant comment on a perdu Abdul Jalil Haïdara. Ça a été très dur pour l'ensemble des Maliens et tout le monde entier. Toutes personnes qui ont entendu la disparition de Jalil et comment ça s'est passé, ça nous a fait mal. Mais hélas, on ne peut rien faire. C'est la volonté de Dieu. On ne peut que se soumettre à tout ce que Dieu a voulu. Donc là où nous sommes aujourd'hui, on ne peut que faire des bénédictions. Prier Allah subhanahu wa ta'ala que Jalil soit aujourd'hui auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis particulièrement heureux d'être associé à cette cérémonie d'hommage à l'honorable Abdul Jalil Haïdara,
que j'avais eu le plaisir d'ailleurs de rencontrer il y a quelque temps, et je sais, et je suis d'autant plus heureux de lui rendre cet hommage que c'est en présence de ses 3 enfants. Et puis il y a, cela suffirait à être présent ici pour rendre hommage à l'ancien député de Ségou. D'abord, je présente mes condoléances les plus attristées. Que la terre lui soit légère, que la paix d'Allah soit sur lui. Et notre cheikh, c'était un homme de paix, un homme d'amour dans la Tariqa Tidjaniya. Cheikh Abdul Jalil Mansour Haïdara était un homme respecté et aimé qui a consacré sa vie à la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de la transmission des valeurs spirituelles. Sa disparition a provoqué une vive émotion au Mali et dans la communauté musulmane. L'actualité en bref en image, voyons ce qui fait le reste de l'essentiel. Face au blocus terroriste, la solidarité des pays de l'AES s'affirme. 82 camions citernes nigériens sont arrivés à Bamako le samedi dernier. Le convoi a été escorté sur 1400 km en 21 jours par l'armée nigérienne et accueilli en grande pompe par les autorités maliennes. Depuis le mois de septembre, Bamako est frappé par une pénurie de carburant. Les djihadistes de Jinim, affiliés à Al-Qaïda, s'attaquent aux camions citernes sur les principaux axes routiers menant à la capitale malienne. Conséquence, les écoles et universités ont fermé quelques semaines et les prix du carburant ont explosé sur le marché noir. Les robinets des stations-service sont à sec, une stratégie de pression économique qui tente d'imposer les terroristes. Malgré les risques, certains chauffeurs continuent de ravitailler la capitale et ses environs. Fin septembre 2025, l'État sénégalais a enregistré des dépenses ordinaires de 3 220,8 milliards de francs CFA, représentant 72,7% des crédits de la loi finance rectificative. Bien que le déficit budgétaire atteigne 4,88% du PIB, ce chiffre reste sous l'objectif annuel de 7,82%, mais dépasse le critère UEMOA de 3%. L'État œuvre à une consolidation budgétaire lente dans l'absence d'accord récent avec le FMI et avec une notation souveraine diminuée par SPI et Moody's. Les dépenses se caractérisent par des rigidités majeures. La masse salariale qui s'élève à 1082,8 milliards de francs CFA occupe 33,6% des dépenses ordinaires, augmentant de 3,7%. Les charges de la dette atteignent 707,5 milliards de francs CFA, concentrées à 78% sur la dette extérieure. Les subventions énergétiques en hausse de 51,4% atteignent 411,6 milliards, créant les transferts à 36,3%. Les investissements s'élevant à 1092,2 milliards sont principalement financés à l'extérieur et devraient voir un rattrapage en fin d'année. Côté recettes, l'État a mobilisé 3 254 milliards, soit 69,7% des objectifs annuels grâce à une hausse des recettes fiscales de 7,6%. En conclusion, malgré un déficit mieux contrôlé, le Sénégal débat de nombreux défis. Soutenabilité de la dette, cumul des charges, augmentation des transferts, limitation en investissement intérieur. Le renforcement d'un partenariat fondé sur les valeurs partagées, principal message du 7e sommet Union européenne-Union africaine qui s'est achevé mardi à Luanda, dans la capitale angolaise. Le sommet a aussi abordé diverses autres questions, dont les inégalités et le développement. Le président du Conseil européen a proposé sa recette face à ces défis. Pour réduire les inégalités et promouvoir le développement, il est essentiel d'investir dans l'éducation, de soutenir l'esprit d'entreprise, de mobiliser la créativité de la jeunesse africaine et de garantir que les chaînes de valeur produisent de la richesse là où elles sont générées. C'est dans cette logique de partenariat que l'Union européenne souhaite travailler avec l'Union africaine et les pays africains, a déclaré Antonio Costa, président du Conseil européen. La recherche de la paix sur tous les continents a aussi été évoquée. Européens et Africains misent sur le multilatéralisme dans cette optique. L'Union européenne et l'Union africaine se sont félicités des avancées du Global Gateway. Ce programme de 150 milliards d'euros vise à renforcer la croissance et à accélérer les transitions climatiques et numériques en Afrique.
de fortes pluies inondent des camps à Gaza, aggravant la crise humanitaire. Gaza fait face à de fortes pluies hivernales qui ont inondé des camps de fortune et laissé des familles déplacées tenter de sauver le peu qui leur reste. Mardi matin, à Der el-Bala, des habitants ont évacué l'eau bouilleuse des tentes après une nuit de fortes averses. Certains abris, construits en bois et en métal, se sont effondrés sous le poids de la pluie. Les routes autour des camps se sont transformées en ruisseaux et des parents ont porté leurs enfants à travers l'eau pour atteindre un endroit plus sûr. Les organisations humanitaires affirment que la météo aggrave une situation déjà fragile car la plupart des habitants dépendent des fosses rudimentaires pour les eaux usées qui débordent lors des intempéries. L'ONU fait état de milliers de tentes endommagées et avertit que les niveaux actuels d'aide humanitaire restent très en deçà des besoins de Gaza. Ainsi s'achève ces 18h et un grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur Chirfou la télévision. Bonsoir.